Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui j'espère sera pas trop longue, dans laquelle on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'anamorphique. Et je vous garantis qu'à l'issue de cette vidéo, vous aurez un aperçu beaucoup plus clair sur ce qu'est l'anamorphique et comment l'utiliser. Alors c'est un sujet qui peut être un petit peu obscur, mais je vous assure que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, normalement l'anamorphique n'aura quasiment plus aucun secret pour vous. Je vous le garantis, you can take that to the bank. Alors l'anamorphique, en deux mots, qu'est-ce que c'est? L'anamorphique, c'est un look incroyable à l'image, ça se traduit par déjà des flares, c'est le premier truc ouf de l'anamorphique, hein, c'est des jolis flares bien streaks, bien cool, bien sympathiques, souvent d'ailleurs un petit peu bleutés. Et puis ça se traduit aussi par des bokeh. Bokeh, c'est le flou d'arrière-plan, les bokeh qui sont plutôt ovaloïdes, qui sont jamais ronds. Et également ça se traduit par une certaine douceur dans l'image, qui est accentuée principalement au niveau des bords, des coins, des bordures de l'image. On peut trouver un petit peu de vignettage, un petit peu de perte de définition, mais tout ça contribue à donner plutôt un charme à l'image, à casser pas mal le grain numérique des caméras récentes. Alors avant de comprendre véritablement qu'est-ce que c'est l'anamorphique et d'aborder vraiment le sujet, déjà on va s'intéresser aux différents formats de diffusion, de projection. Il y en a pas mal quand on veut faire un export depuis notre logiciel, mais en gros, on va pouvoir les différencier en trois catégories. On a le 4 tiers, ou le 5 quarts, ou le 1 pour 1, les formats Instagram, le 16/9 et le scope. Et dans le scope, je vais englober le 2.35, le 2.39, le 2.40, le 2.66. Et on va y revenir après. Alors c'est intéressant déjà de voir que parmi ces trois formats, il y en a deux que l'on va appeler sous forme de fraction, d'aspect ratio. Le 4 tiers et le 16/9. Donc c'est un rapport tout simplement de la largeur par rapport à la hauteur. On a 4 largeurs pour 3 hauteurs, le 4 tiers, ou on a 16 largeurs pour 9 hauteurs pour le 16/9. Pour le scope, qu'on appelle communément plutôt le 2.35, on va directement donner une valeur, 2,35. On pourrait faire exactement la même chose avec les deux premières appellations. Le 4 tiers, si on divise 4 par 3, ça va nous donner du 1,33. Et il y en a qui utilisent le terme 1,33, mais plus communément on l'appelle 4 tiers. Et puis pour le 16/9, 16 divisé par 9, ça nous fait du 1,77. Donc si on uniformise tout ça, on se retrouve avec du 1,33, du 1,77 et du 2,35. Je simplifie pas mal pour le 2,35. Comme je l'ai dit, là-dedans, j'englobe également le 2,39, le 2,40 et le 2,66. Chacun de ces formats a un but. On pourrait également rajouter le 1,85 qu'on inclurait dans du 16/9, mais ne nous embrouillons pas. Restons sur ces trois grandes familles, 4 tiers, 16/9, scope. Voilà. Alors pour arriver à ces différents formats, comme la plupart d'entre nous, on tourne avec des capteurs 16/9, il nous faut en post-prod cropper notre image. Cropper, ça veut dire la couper. Ou bien on la coupe pour de vrai, coupe les bords et on réarrange notre timeline. Donc on va rentrer dans les réglages de la timeline et on change carrément notre aspect ratio avec les pixels. Ou alors, ce qu'on fait et ce qu'on a fait pendant des années, on rajoute des bandes noires, par exemple, là, pour passer du 16/9 jusqu'au scope, on rajoute des bandes noires. Alors le problème avec ça, c'est que si on prend de l'UHD, qui est au format 16/9, et qu'on veut le faire passer en scope, il va falloir qu'on prenne le ciseau, on va couper une partie de nos pixels, en haut et en bas, alors qu'on les a enregistrés. Et on va ne prendre que le centre de notre image. Donc là, clairement, on n'est plus en 4K, on n'est plus en UHD du tout. On a perdu beaucoup de résolution. Et c'est là que vous allez voir que l'anamorphique joue un rôle qui est absolument incroyable. Qu'est-ce que l'anamorphique? L'anamorphique est apparu avec la popularisation de la télévision, même si le procédé existait avant, inventé par un Français, Henri Chrétien, où que tu sois. C'est un peu le Zinedine Zidane. Non, le Poulidor. Non, parce que Poulidor, il est trop connu. Parce que Chrétien, finalement, on s'en rappelle pas tant que ça. Pas vrai? Personne ne sait qui c'est Chrétien, alors qu'il a joué un rôle incroyable. Et oui, tu sais jamais s'il faut que tu interviennes, hein, tu sais jamais. Donc, avec la popularisation de la télévision, l'industrie du cinéma, principalement américain, a pris peur, vraiment peur. Il s'est dit, mais tout le monde a le cinéma maintenant dans son salon, et qui va aller voir nos films? Donc ils se sont dit, on va proposer à notre audience un format d'image qu'ils ne pourront pas projeter de manière agréable sur leur petite boîte carrée en bois qu'ils ont mis au milieu du salon. Et pour ça, on va leur mettre un format d'image rectangulaire, tout aplati. Et puis ça correspondait en plus au moment où les westerns ont pris énormément d'ampleur, et c'est vrai que ce qui est magnifique de voir ces grandes plaines vides avec ce format allongé. Enfin, je pense que ça a participé énormément au succès du cinémascope. Mais le problème, c'est que pour faire ça, il y avait tout un tas de contraintes techniques que je ne vais pas aborder ici parce que c'est pas le lieu. Voilà, restons entre amis. Mais en gros, le principal problème technique, c'était le matériel. La pellicule, les caméras et les projecteurs. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu de changer nos caméras, les projecteurs, la péloche, tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre un adaptateur optique devant notre caméra et on va essayer de
de faire rentrer 2 fois plus de largeur que de hauteur, d'où elle est l'anamorphose. Alors si on prend par exemple cette lentille anamorphique, on peut voir comment est-ce qu'elle est fichue. Alors elle n'est pas ovale, pour de vrai elle est ronde. La forme de la lentille à l'intérieur diffracte la lumière et nous la rend ovaloïde à l'œil, mais elle n'est pas ovale, elle est ronde. Je ne sais pas si on voit bien, là on voit bien qu'elle est ovale, mais en vérité, elle est ronde dans ce sens-là. Génial. Donc du coup, ça nous a permis de conserver les mêmes caméras, les mêmes pellicules et les mêmes projecteurs dans toutes les salles de cinéma du pays, du monde, de France, de Navarre, de Californie et que sais-je encore. Donc évidemment, ça économise beaucoup d'argent. Les projecteurs, tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'était au moment de la projection, ils utilisaient une lentille de désanamorphose qui plaçait devant leur matériel existant et qui permettait de redonner à l'image un aspect, du coup, scope, bien que la pellicule à la base n'était pas scope, la pellicule à la base elle était en 4/3, elle était presque carrée. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu plus l'histoire, on va rentrer un petit peu plus dans la technique. La pellicule donc elle avait un format 4/3. Pour avoir un aspect scope, on s'est dit on va faire un squeeze de x2. Donc il fallait prendre une optique qui faisait rentrer 2 fois plus de largeur que de hauteur. Et alors quel aspect ratio on avait à la fin? Alors la réponse est très simple. Pour calculer, on prend simplement 4/3 et on multiplie par 2. Donc ça nous fait en fait du 8/3. Et le 8/3, ça nous donne un ratio de 2,66. 2,66, j'en parle au début, c'est du scope. Donc on a 2,66 fois plus d'images sur la largeur que sur la hauteur. On verra que cet aspect ratio a tendance un petit peu à changer avec les périodes. Alors de nos jours, les capteurs ne sont pas en 4/3. Les capteurs de nos jours sont en 16/9. Oui, alors là je te vois, petit malin, qui me dit « Ah ouais, moi j'ai un H5, je tourne en micro 4/3, alors ça dit quoi ?» Ben, ça dit que en fait ton capteur, peu importe la taille qu'il a, quand tu filmes en Full HD, t'es de toute manière en 16/9. Donc en fait tu vas pas prendre tout ton capteur de H5, tu ne vas prendre que du 16/9 à l'intérieur du capteur en omettant tout un tas de pixels en haut et en bas. De facto, tu tournes en 16/9 et ton capteur vidéo il est en 16/9. Horreur de me faire interrompre comme ça. Donc on a un capteur 16/9. Et vous savez quoi, sur un capteur 16/9, on peut mettre une optique avec une anamorphose 2x2. Oh oui, mais seulement là on arrive à un petit problème. C'est que si je reprends mon calcul, 16/9 x2, je fais rentrer 2 fois plus sur la largeur. 16/9 x2, ça me fait du 32/9. Et le 32/9 en aspect ratio, ça me donne du 3,55. Alors, vous comprenez bien que si le 4/3 c'est 1,33, le 16/9 qui est un peu plus large, 1,77, le scope 2,40, quand je parle de 3,55, mon image elle est extrêmement large. Et là ça veut plus rien dire de tourner comme ça. Alors ça peut faire un effet, évidemment, on peut faire des trucs incroyables, par exemple comme ça, voilà, raconter une image en haut, une image en bas, trop bien. Mais clairement, une image qui est très large comme ça, c'est presque inregardable. Donc ce qu'on est obligé de faire quand on prend une optique x2 et qu'on met sur un capteur 16/9 et qu'on se retrouve avec cet aspect ratio en 3,55, on est obligé de prendre nos ciseaux, clac, couper les bords et ne garder que le centre. Oui, mais alors du coup, on retombe dans le même problème où quand on mettait les barres noires. En fait, on perd de la résolution. Il y a tout un tas d'images qu'on a enregistrées qui faisaient partie de notre 4K, de notre 6K, de notre 8K, de que sais-je, et on le jette à la poubelle. Et du coup, on a une définition qui est moindre. C'est pas super. Il y a un côté positif, je vous dis tout de suite, c'est que le fait de pouvoir prendre uniquement une partie de votre longue languette, ça vous permet de sélectionner quelle partie de la languette vous pouvez prendre de manière à recadrer, si vous voyez qu'il y a un truc qui est un peu, voilà, ouais, j'ai coupé de gauche à droite. Mais clairement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. La perte de définition, elle est là, elle est chiante et c'est nul. Et c'est pour ça qu'avec des capteurs 16/9, on ne va pas utiliser des anamorphiques x2. On va utiliser les anamorphiques 1,33. Alors, si on prend le 16/9 et qu'on le multiplie par 1,33, ça nous fait du, grosso modo, 21/9. Et le 21/9, devinez ce que ça fait en aspect ratio, ça nous fait du 2,36. N'est-elle pas belle, la vie? Alors, il y a deux gammes dans les anamorphoseurs 1,33. Il y a tout d'abord les anamorphoseurs. Les anamorphoseurs, ce sont des lentilles comme celle-là, donc c'est un anamorphote en 1,33 qui vous permet de pouvoir mettre n'importe quel objectif, pas trop large, sinon vous voyez à l'intérieur. Le 40 mm en plus large, c'est pas mal. Ça peut monter éventuellement jusqu'à du 35 sur un capteur Super 35, du 28 sur un capteur micro 4/3 et plutôt du 40-45 sur un capteur full frame. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une anamorphose à partir de n'importe quel objectif. Donc vous avez un anamorphoseur, vous reprenez vos objectifs que vous avez déjà dans votre valise, du moment qu'ils sont compatibles, paf, ça fait des chocs à pic. Vous avez ça, et sinon, vous avez des solutions comme par exemple Sirui,
Et c'est un objectif, le Siri 8, c'est un objectif 50 mm avec une anamorphose de 1.33 en monture micro 4 tiers ou Sony E. Il a l'air bien sur le papier, d'autant qu'il est vraiment pas cher, mais il a des soucis, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et sinon, il y a d'autres objectifs cinéma, mais là, beaucoup plus cher, évidemment. Hein. Faut sortir les dineros. Alors sur les anamorphoses 1.33, on conserve évidemment un petit peu de bokeh ovaloïde derrière, on conserve également le flair. Mais ce sont des effets qui sont moins prononcés, tout comme les déformations sur les bords, la douceur sur les bords ou le vignettage. C'est moins présent, mais c'est toujours là. Mais ce qui est intéressant, je vais vous dire, sur les optiques en 1.33, c'est que quand on prend un capteur 4 tiers, ça fait de la magie. Reprenons notre calcul. Si on prend notre 4 tiers qu'on multiplie par 1,33, on obtient du 5,32 sur 3. Et ça, devinez quel aspect ratio c'est. Je vous le donne dans le 1000 et 1000. 1,77. Ça nous donne du 16/9 alors qu'on part d'un capteur 4 tiers. Et ce format d'anamorphique qui prend un capteur 4 tiers et qui le transforme en capteur 16/9, c'est très utilisé notamment dans les téléfilms, là où il y a encore beaucoup de chaînes de télévision qui demandent non pas des diffusions en scope, mais du 16/9. Et puis également pour les pubs. Il y a beaucoup d'annonceurs qui aiment bien avoir, vous savez, un maximum leurs produits à l'écran pour la pub, quoi, qu'on n'ait pas des bandes noires et en haut. Enfin, ils ne payent pas pour des bandes noires, les gars. Mais ils veulent quand même tourner en anamorphique, les flares, le bokeh, le look de l'image. Et puis le 4 tiers aussi, ça veut dire souvent qu'on tourne avec des Alexa qui sont actuellement les meilleures caméras du monde. Donc du coup, c'est très très simple. Je ne vais pas vous faire un dessin sur la simplicité du truc. Bon, je vous fais un dessin. Vous avez un capteur 4 tiers, boum, une anamorphose en x2, boum, ça vous donne du scope de 35, de 40, en vérité de 66, mais on s'en bat les couilles. Ça fait du scope. Vous avez votre même capteur, vous lui mettez un 33, boum, ça vous fait du 16/9. Mais si vous partez d'un capteur 16/9, que vous mettez une anamorphose x2, eh ben ça va vous donner du 3,55, qui est en fait pas très utile. Mais si vous prenez votre 16/9, que vous mettez du 1,33, là, ça vous donne du scope. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir, en vérité. On ne va pas rentrer dans les détails, les cas particuliers, machin, machin, machin. C'est pas le moment. Mais vous avez à présent toutes les clés pour comprendre l'anamorphique. Maintenant, certaines caméras qui ont un capteur 16/9 peuvent vous activer du 4 tiers. Et il y a des caméras qui ont des capteurs 4 tiers qui vous sortent du 16/9. Ce qu'il faut que vous regardiez de toute manière, c'est quelle est la fenêtre que vous enregistrez. Si vous enregistrez en Full HD, vous serez nécessairement en 16/9. Parce que Full HD, si on prend votre 1920 divisé par 1080, kaboum, ça vous donne du 1,77. Et ça, quelle que soit votre grosseur de capteur, hein, que vous soyez sur du micro 4 tiers en Full HD, du Super 35 en Full HD, du Full Frame en Full HD, du moyen format en Full HD, votre aspect ratio sera toujours 1,77. Parlons maintenant des focales. Parce que quand on réfléchit en termes d'anamorphique, les focales sont extrêmement importantes. Souvent, il y a plein de personnes qui se plaignent en disant « Oui, mais dans votre série Orion, vous avez le 40, le 65, le 100, 3 objectifs, c'est pas beaucoup. » En vérité, 3 objectifs, c'est largement suffisant pour une anamorphose de x2. Sur une anamorphique de 40 mm, le 40 mm représente la hauteur. Pour obtenir la largeur, il faut se référer du coup à l'anamorphose. L'anamorphose x2. Donc je prends 2 fois la largeur. Donc je suis 2 fois plus large. 40 divisé par 2, 20. Donc j'ai un 20 en largeur, un 40 en hauteur. Et maintenant que j'ai un 20 et un 40, je peux tourner des choses en 20 mm ou en 40 mm avec cette même optique. Avec un 50, j'aurai un 50 en hauteur, un 25 en largeur. Avec un 100, j'ai un 100 en hauteur, un 50 en largeur. Et du coup, c'est un peu comme si j'avais 2 optiques pour raconter mon histoire, alors qu'en vérité, j'en ai qu'une seule. Donc c'est pour ça que c'est moins gênant. Maintenant, revenons à nos optiques un petit peu sympathiques en 1.33, notamment celui dont je vous parlais à l'instant, le Siri. Le Siri, lui, il a une anamorphose de 1.33, parfait pour les capteurs 16/9. C'est un 50 mm, il le propose en monture micro 4 tiers, et en monture Sony aussi, mais micro 4 tiers. Donc ça veut dire qu'il a un 50 mm sur la hauteur. Avec l'anamorphose de 1.33, on va diviser le 50 par 1,33, ce qui va nous donner grosso modo 37 sur la largeur. Donc on a 50 sur 37. Entre 37 mm et 50 mm, il n'y a pas une énorme différence pour raconter une histoire. Pas aussi importante qu'entre 20 et un 40. Mais il y a quand même une différence. Et ça m'amène directement au crop. Le crop factor. On est tous
dans le milieu audiovisuel familier avec le crop factor. Il y a des capteurs qui sont plus grands que d'autres, et comme ils sont plus grands, ils captent plus de champ de vision que les capteurs qui sont plus petits. C'est exactement la même chose avec les anamorphiques. Quand je prends une anamorphique, le Sirui 50 mm, que je le mets sur un micro 4 tiers, vu qu'il propose une monture en micro 4 tiers dessus, du coup je me retrouve avec un 50 mm et mon crop de capteur, directement lié à mon boîtier pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'objectif. Donc pour avoir une correspondance de champ de vision par rapport à un full frame, il va falloir que je multiplie cette focale par 2. Le crop d'un micro 4 tiers est de 2. Donc je prends mon 50 mm, je le multiplie par 2, et ça me fait un 100 mm. Même si je vous encourage plutôt à regarder cette vidéo qui s'apparaît là, merci, ici, pour comprendre pourquoi c'est pas vraiment un 100 mm. Bref, vous avez un 100 mm sur la hauteur. Sur la largeur, on avait dit que c'était 37, mais avec le crop de x2, ça va se transformer en 74 mm. Donc votre optique, c'est un 74 de largeur sur un 100 de hauteur, par rapport à du full frame, je veux dire. Et là, on tourne pas grand-chose avec ça, on n'est que en focale serrée, bon, c'est un certain délire, hein, c'est un parti pris. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres optiques beaucoup plus larges qui existent, le 50 mm Sirui n'est pas forcément l'outil incroyable à utiliser. Alors, il parle de sortir un 35, peut-être un 28 plus tard, ça pourrait commencer à devenir intéressant, mais c'est sûr que s'ils sortent des optiques qui sont plus serré que le 50, bah on sera encore moins bien. Alors prenons maintenant le 40 mm. Lui, il est donné pour du Super 35. En vérité, il peut quasiment couvrir du full frame. Quasiment. Mais si on le prend sur du Super 35, qui a un crop de 1,5, je vais multiplier ma focale 40 mm sur ma hauteur par 1,5. Donc ça me fait un 60 en vérité sur la hauteur. Je serai un peu plus serré. Et alors sur la largeur, sachant que normalement je devrais avoir un 20 mm, avec le crop factor de 1,5, je me retrouve plutôt avec un 30 mm sur la largeur. Donc j'ai un 30 sur 60. Mais la beauté de la chose, c'est lorsqu'on prend une caméra, par exemple la Arri Alexa. Elle ne va pas vous proposer un capteur 16:9 qui va multiplier par 2. Elle va vous proposer un capteur 4 tiers. Et ce capteur 4 tiers, elle ne va pas le faire en réduisant votre largeur, elle va le faire en augmentant votre hauteur. Et du coup, vous allez gagner du champ sur la hauteur. Donc votre crop sur votre hauteur sera moins important. Si on applique le ratio, je vous épargne les calculs, mais on va se retrouver avec un 45 mm sur la hauteur. 45 par rapport à du full frame. Donc on n'est pas large, mais on n'est pas non plus serré. Je vous rappelle qu'on partait d'un 60 initialement. Mais comme on gagne en hauteur, on récupère du champ sur la hauteur. Et maintenant, on a un 45. Sur la largeur, ça ne change rien. Et sur la largeur, on a toujours un 30 mm. Donc on a un 30 d'un côté, un 45 de l'autre. Donc on se retrouve du coup avec une optique qui est beaucoup moins serrée que ce qu'on aurait pu imaginer initialement. Et si on tourne avec un capteur 16/9 et une optique x2, on aura du coup moins de champ de vision qu'en utilisant un capteur 4 tiers. Donc privilégiez plutôt l'utilisation de capteurs 4 tiers. Alors enclenchez le mode sur votre Alexa, votre Red, votre Mavo LF, je ne sais quoi, plutôt que directement de tourner en 16:9 et de cropper après dans l'image. Alors, il y a deux petites exceptions pour moi en ce qui concerne le Lumix S1H et la Blackmagic Pocket 6K. Parce que lorsque vous passez en mode anamorphique sur ces deux caméras, eh bien en fait ils vont simplement vous retirer un peu de résolution à gauche et à droite et un tout petit peu de ligne en haut et en bas par rapport à l'intégralité de leur capteur. Et du coup, vous perdez un tout petit peu de champ, tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu. Et dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux utiliser le capteur 6K intégral et ensuite seulement venir le couper en post-prod. Voilà, sur ces deux cams, c'est un petit peu différent, mais c'est uniquement lorsque vous utilisez des anamorphoses x2, pas quand vous utilisez des anamorphoses 1.33, parce que comme on a vu, le 16/9 et 1.33, boum, ça fait des chocs épiques. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur tout ça. J'ai volontairement omis de vous parler de deux autres anamorphoses, qui est l'anamorphose 1.8 et l'anamorphose 1.5, qui sont des cas un petit peu particuliers pour se retrouver sur des ratios un petit peu spéciaux ou obtenir plus ou moins de flair ou d'effets anamorphiques, parce que ce sont des optiques qui sont peu utilisées, même si le 1.8 est plutôt pas mal combo avec les capteurs 4 tiers, parce que ça nous permet de retomber parfaitement sur un 2.40 et non pas sur un 2.66 des familles. Voilà, quant au 1.5, il est un petit peu délaissé, mais utilisé principalement pour obtenir des flairs. Voilà, donc du coup, oubliez ça. Même si le 1.8 un jour remplacera le x2. Mais bon, j'ai rien dit, on s'en balèque. Alors, faudra couper ça, je pourrais pas dire on s'en balèque à l'image. Non, je plaisante, on le garde bien sûr.
Mais on garde le moment où je te demande de l'enlever. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Si jamais vous avez appris quelque chose, évidemment, remerciez-moi. Donnez-moi de la force. Lâchez-moi votre plus beau pouce bleu de la journée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou quoi. Je lis tous les commentaires et j'y réponds tant que faire se peut. J'aime bien interagir avec vous, c'est cool. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.